Bonjour à tous. À mon tour de vous remercier d'être présents aujourd'hui pour une séance qui va conclure cette année en reprenant finalement un propos qu'on s'était posé en tout début d'année, puisque la première séance qui avait initié ce séminaire 2020 des nouveaux paradigmes de l'archive se posait la question centrale des données et des métadonnées. Et finalement, aujourd'hui, nous voilà réunis pour nous intéresser à une organisation particulière de données qui est le lac de données. Donc, on se retrouve à nouveau au cœur du problème de la donnée, c'est-à-dire que la masse des données nous oblige à nous y intéresser et pose d'emblée la question de la maîtrise des données, de celles que l'on veut avoir en tout cas. Donc comment on choisit une organisation, donc une gouvernance des données? C'est la question effectivement que une des questions que Anne et Gauthier vont explorer tout au long de cette matinée pour voir effectivement comment ce que ça représente de particulier dans une organisation. Donc Anne Laurent va d'abord intervenir, puis Gauthier Popo. Donc j'ai le grand plaisir d'introduire Anne Laurent qui nous a fait l'honneur d'accepter cette intervention. Anne Laurent est donc titulaire d'un magistère en informatique de l'Université de Paris 5 et d'une thèse de l'Université de Paris 6. Elle est actuellement maître de conférences et professeure à l'Université de Montpellier et enseigne également à l'école d'ingénieurs Polytech Montpellier. Outre ses charges d'enseignement, elle est également vice-présidente déléguée au système d'information de l'Université de Montpellier et vice-présidente déléguée à la science ouverte et aux données de la recherche de l'Université de Montpellier, toujours, où elle dirige l'Institut de sciences des données et de Mésocentre de calcul intensif Méso-Alt-LR. Je voulais souligner qu'elle était également membre du laboratoire d'informatique et de robotique et de microélectronique de Montpellier au sein de l'équipe FADO, qui veut dire flou, alignement, données et ontologie. Derrière ce nom d'équipe pour le moins intrigant se cachent finalement les thématiques de ces recherches qui sont à la frontière des domaines de l'intelligence artificielle et des bases de données, avec une attention qu'elle prête plus particulièrement à la prise en compte de l'imprécision avec la théorie des sous-ensembles flous et des architectures de données massives. Je suis sûre que cette approche va nous permettre effectivement d'entrer plus profondément dans la connaissance des data lakes. Anne Laurent, je vous cède la parole. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Vous m'entendez bien? Je dois garder mon masque. Mais... Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. D'abord, je suis vraiment très, très heureuse. J'espère que je vais pouvoir vous apporter des éléments pertinents par rapport à vos interrogations. Je ne suis pas du tout experte de vos sujets, même si je suis très, très intéressée par les discussions qu'on pourra avoir. Mais voilà, moi, je suis informaticienne. Effectivement, comme ça a été dit, mes sujets, c'est les bases de données et puis l'hybridation de ces systèmes de bases de données avec l'intelligence artificielle. Et dans la prise en compte de l'imprécision, c'est vraiment à la fois prendre en compte l'imprécision qui vient par essence, hein, avec les données, en tout cas dans ma représentation de ce qu'ont les données, on pourra y revenir. Et puis aussi dans les traitements, c'est-à-dire quand on interroge une base de données, un ensemble de données, il n'est pas rare qu'on ne puisse pas définir de manière très très précise exactement ce qu'on attend et ce qu'on veut retrouver à partir de ces données. Et c'est là, voilà, à mon avis, des sujets qui peut-être peuvent alimenter nos réflexions communes. Alors effectivement, ça c'est des activités que je mène au sein du LIRM, donc le laboratoire
d'informatique de Montpellier. Dans mes activités d'enseignante, j'ai aussi, voilà, j'interviens sur tout ce qui est X de données, donc entrepôt de données, base de données, fouille de données, etc. Donc des sujets qui sont très en lien avec la thématique des lacs de données. Et comme ça a été dit, effectivement, à l'Université de Montpellier, je m'occupe des enjeux autour des données de la recherche. Et on a souhaité monter un institut de sciences des données pour alimenter les réflexions de manière la plus transverse possible, pour que ce ne soit surtout pas seulement les informaticiens, les mathématiciens qui s'emparent de ces sujets et qui soient les seuls référents et références quand on parle de sciences des données et de données de manière générale. Donc c'est vraiment la façon qu'on a voulu porter et qu'on continue à porter dans la construction de cet institut au sein de l'Université de Montpellier qui est très pluridisciplinaire. Alors on n'a pas les lettres, mais on a quand même des sciences humaines et puis des sciences, j'allais dire, plus informatique, mathématiques, biologie, etc. au sein de notre université. Et on porte des infrastructures, donc c'est le sens de mes OLR. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais on a des grosses infrastructures en termes de puissance de calcul et puis de stockage massif de données. Donc c'est aussi ces allers-retours entre les aspects de ce qu'on veut faire et comment on le met en œuvre qui alimentent mes réflexions à la fois de recherche et de mise en œuvre. Alors, il est question aujourd'hui des lacs de données et en fait, dans ma perception, en fait, ces architectures de lacs de données, elles sont apparues comme une sorte d'évolution, de changement. Alors, pas de révolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas enterré ce qui existait avant, mais d'évolution dans les pratiques et dans la façon qu'on avait d'aborder les architectures de données avec cette dématuration, des choses qui ont changé. Alors, typiquement, il y a beaucoup plus de sources de données. Alors, j'ai mis sans usage a priori, c'est-à-dire au sens où les capteurs, par exemple, quand il s'agit d'Internet des objets, évidemment, sont des sources de données qui peuvent servir à un usage à un instant donné. Et par exemple, un capteur qui serait mis sur une fenêtre ou mis sur un frigo va servir à biper si le frigo est resté trop longtemps ouvert ou ce genre de choses. Mais ce qui change, en fait, c'est cette réflexion, et elle n'est pas nouvelle, hein. Je vais revenir là-dessus. En tout cas, à mon sens, elle n'est pas nouvelle. Cette réflexion sur la réutilisation possible de l'ensemble de ces données et le fait que ça devient de plus en plus possible parce que les solutions techniques le permettent. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus facile, peut-être trop facile, c'est aussi une des discussions que j'aimerais bien avoir potentiellement. Il est de plus en plus facile de conserver ces données. Il est aussi de plus en plus facile et de plus en plus courant de manipuler les sources de données semi-structurées que vous connaissez tous autour des données textuelles typiquement. Et en fait, ce renversement, il est lié à des architectures, comme on disait, guidées par les informations, guidées par les usages dans tout le processus d'automatisation des systèmes informatiques depuis les années 60 et 70, vers des architectures guidées par les données, au sens où on se retrouve face à ces déluge de données, ça a été beaucoup spécifié comme ça, hein, le champ lexical, il est autour de ça, hein. Le déluge de données, les vagues et les tsunamis de données qui ont été décrits. Et alors, je ne saurais pas exactement dater le premier article qui le spécifie, mais ce terme de lac de données qui vient finalement proposer une sorte de bassin de rétention de ces données, avec une vision dans les années 2014-2015 qui était vraiment une vision de, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose de ces données le temps que ça se fasse quelque chose, le temps que ça décharge. Et puis au fur et à mesure, à la fois des réflexions et des maturations techniques, évidemment, mais ça c'est pareil, ça remonte à des années de réflexion autour des architectures de données, c'est cet aspect valorisation de la donnée, alors qu'a donné lieu à tous les mythes qu'on connaît autour du nouveau pétrole, etc. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais toujours est-il que ces architectures prennent de plus en plus d'ampleur. Elles étaient vues au départ comme quelque chose voilà, donné par les éditeurs logiciels, comme un nouveau mot-clé, quelque chose dont la mode passerait, comme un petit peu ce qu'on nous décrit sur l'ensemble de ces concepts. Et puis finalement, on voit que ça s'installe au sein des organisations et que ça s'installe, on le verra après. Et
sur des organisations vraiment diverses, y compris évidemment des organisations publiques, c'est-à-dire qu'il n'est plus seulement question de faire du marketing, de connaître un client, comme disent les commerciaux, à 360 degrés, mais bien de pouvoir exploiter la donnée et d'en faire des choses intéressantes. Alors ce concept de lac de données, il est souvent illustré avec ces grandes zones de rétention de données où en fait, ce qui se passe, c'est que la donnée va arriver dans cette zone de rétention sans avoir été transformée. Voilà, elle est produite, elle arrive comme la pluie se déverserait dans cette zone, et seulement en amont, en aval, pardon, on va transformer ces données. Alors, il avait été beaucoup question à l'époque des entrepôts de données, de schémas d'architecture où on extrayait la donnée, on la transformait pour la charger dans un schéma cible. On se retrouve sur des architectures, du coup, au sein des lacs de données, un petit peu inversée, où la donnée est extraite de sa source, où elle se déverse depuis sa source, et puis elle est chargée, le L de load, avant d'être transformée. Et alors, quand on veut faire des anglicismes, on parle il faudrait même enlever l'accent de schema on read par rapport au schema on write qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'on écrivait et on transformait la donnée comme dans la pâte à modeler avant sa mise dans l'architecture cible. Et voilà, c'est une évolution des architectures. Ces architectures évoluent, mais ne se remplacent pas les unes les autres. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans les architectures actuelles, on a vraiment l'ensemble de ces modèles qui cohabitent. Et c'est une évolution au sens historique, parce qu'il faut se souvenir que dans les années 70, les mêmes personnes finalement qui ont inventé ces premiers systèmes sont celles-là même qui ont inventé plus tard les systèmes plus décisionnels. Dans les systèmes opérationnels, l'idée, c'était vraiment de passer ou de s'appuyer sur les données pour soit produire, soit en tout cas composer avec les informations et les connaissances qu'on pouvait en tirer. Alors, moi qui suis informaticienne et issue des systèmes d'information, en tout cas dans ma bouche, quand je parle de données, c'est vraiment juste voilà, une information assez brute. Je peux vous dire 32 et ce sera une donnée. Tandis qu'une information est enrichie un petit peu de compléments, par exemple, vous dire que voilà, 32, c'est une température prise à tel endroit, à tel moment, et qu'une connaissance, ce serait d'aller jusqu'à dire que c'était une température plutôt élevée par rapport à cet endroit et cette temporalité. Donc c'est vraiment ces couches entre données, informations, connaissances qui sont au cœur des définitions dans les systèmes d'information, à la Lemoine, ou tous ces auteurs-là qui ont documenté ça, qui ne sont pas forcément du domaine de l'informatique, il faut le souligner. Alors, on distingue aussi, et c'est important parce que finalement, il y a des allers-retours dans les architectures de données, on distingue, ou on a distingué, voire on a méprisé certaines architectures. Il ne faut pas citer certains informaticiens qui disaient, voilà, ce que vous êtes en train de faire, par exemple, c'est pas une base de données, ça n'est qu'une banque de données au sens où voilà, vous avez plusieurs données sur votre ordinateur, mais vous êtes encore loin d'avoir quelque chose qui ressemblerait à une base de données au sens de la structuration des données, et peut-être encore plus loin d'avoir ce qu'on appellerait un système de gestion de base de données qui, en plus de pouvoir structurer la donnée, offrirait un environnement de sécurisation des accès, d'optimisation des couches logicielles pour accéder, indexer, peut-être travailler la donnée. Et en fait, ce qui occupait beaucoup, et ce qui continue à occuper, il faut vraiment l'avoir en tête, que ça n'a pas disparu, ça ne va pas disparaître, l'ensemble des systèmes informatiques qui nous entourent. Peut-être même faut-il avoir l'inverse en tête, c'est-à-dire que de plus en plus, on a des systèmes qui produisent de la donnée parce que de plus en plus, les systèmes sont automatisés. Et ce que vous connaissez sans doute tous, c'est ces modèles. Alors, avec les modèles de code, avec les formes normales, avec cette passion pour la modélisation,
qui a quand même quelque chose de très important derrière la tête, hein. C'est une modélisation qui permet au système justement de garantir ce qu'on lui a demandé, de garantir que l'information et la donnée va rester à son meilleur niveau pour servir le besoin opérationnel. Et si, bon là j'ai pris un exemple parce que c'est un sujet de TP que j'avais sous la main, hein, mais si on prend un système d'emprunt dans une bibliothèque, on veut bien évidemment que chaque personne et chaque ouvrage, à chaque moment, soit positionné dans le système opérationnel au niveau où il doit être. Et que si un livre a été emprunté, il est bien noté comme ça. Si un abonné n'a pas rendu ses livres à temps, eh bien, ce soit noté au niveau du détail le plus fin. Et ça, en fait, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Et la notion peut-être d'index sur laquelle il faudra revenir, qui sert de manière très opérationnelle hein, à se retrouver, même si les données sont grandes. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. En fait, et d'ailleurs, c'est dans le titre hein, de Code, dans son article de 70, et dès 70 et dès les années 80, il y a eu des infrastructures énormissimes hein, pour stocker, pour transférer, pour gérer toutes ces données. Il y a eu un mot à la mode il y a quelques années qui était Big Data. Moi, je persiste à dire que ces systèmes opérationnels portent en eux une des spécificités du Big Data. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les entrepôts de données pour gérer des volumes de données. Hein, les transactions bancaires, les infocentres, etc. dans le monde, c'est déjà des données à gros volume, sauf qu'elles sont toujours les mêmes. Elles ne sont accédées que par très, très petits bouts. Et finalement, avec les index, on s'en sortait. Et ça a été fait, encore une fois, dès les années 70. Ces systèmes restent des systèmes robustes et tout à fait utilisés. Et puis, ces mêmes personnes qui avaient construit ces systèmes dans les années 70 pour être robustes, sont les mêmes que ceux, et ça va faire le lien avec les lacs de données, parce que finalement, ces évolutions, elles commencent à apporter cette distinction entre est-ce que je pars des données, est-ce que je pars des usages, est-ce que je suis dans un sens ou dans un autre, est-ce que je suis plutôt en train de faire juste ce que je peux, ou est-ce que je suis en train d'essayer d'inventer quelque chose que j'arrive à faire avec les données. Et en fait, dans les années 90, à la fois par la maturité technique, il faut bien le dire aussi, des systèmes, et par la vision que commençaient à en avoir les acteurs, pas les informaticiens, hein, ou pas seulement, hein, mais vraiment le fait de commencer à se dire, mais c'est vraiment trop dommage, parce qu'en même temps que les systèmes décisionnels de type entrepôt de données arrivaient, et que ces nouvelles façons d'organiser la donnée autour d'indicateurs, de mesures et de choses qu'on voulait étudier les unes en fonction des autres, apparaissait un mot-clé qui maintenant est à la mode, mais qui à l'époque était réservé à une très petite communauté, qui est le mot data mining. Ce mot data mining, il apparaît dans les années 90 chez les IBMers typiquement, qui eux voient dans leur système de caisse une formidable façon de repérer des comportements, des profils, avec des méthodes qui sont pas celles que les statisticiens auraient pu prendre, et qui sont très ancrées dans leurs habitudes de manipulation de larges volumes de données. Mais ils n'allaient pas chercher des choses au sens de ce qu'on mettrait derrière le mot intelligence artificielle actuellement. Ils allaient juste chercher, par exemple, des produits qui étaient souvent consommés ensemble, des choses qui maintenant nous servent, hein, même sur les enjeux de text mining, et qui sont en fait en lien avec cette transformation liée au matériel, mais liée aussi à la créativité et l'aspect qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données, qui vont transformer, mais aussi défier les systèmes, et typiquement les systèmes d'indexation, avec une vision qui n'est plus à un niveau de granularité très fin, mais à des niveaux de granularité un petit peu plus élevés, pour aller dégager des grandes tendances dans les systèmes. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien par rapport à ça, mais il faut bien voir aussi que, voilà, c'est juste pour vous resituer que les méthodes d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup dans les lacs de données, finalement, se sont développées en parallèle, voire au centre de ces systèmes d'architecture de base de données.
Et c'est là où les communautés se rejoignent et où les défis ont été pris en compte. Alors, dans les entrepôts de données, on est vraiment sur un système où on prend la donnée, on la transforme, on la charge. Mais le sens de ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on décrit souvent ces systèmes d'architecture d'entrepôts de données dans ce sens. On prend les données, on les transforme, on les charge. En fait, il faut le voir dans l'autre sens. En tout cas, selon mon point de vue. Il faut voir que les entrepôts de données sont vraiment guidés par ce qu'on veut analyser à la fin et on remonte vers les données. Et c'est ça, en fait, qui a commencé à se transformer avec les lacs de données. C'est cette vision qu'on sait ce qu'on va étudier, on sait en fonction de quoi on va l'étudier, et on va organiser l'ensemble, l'intégralité du système d'information, mais presque en redescendant sur les sources, hein, pour alimenter ces processus de décision, même quand, effectivement, on dit que oui, dans les systèmes d'entrepôt de données, les usages ne sont pas si décrits que ça, parce qu'effectivement, on ne sait pas exactement à l'avance ce qu'on va étudier en fonction de quoi, mais on a quand même la liste, le champ des possibles, même s'il est grand, même s'il est potentiellement vraiment même quasi infini au sens d'un humain qui ne pourrait pas parcourir l'ensemble des possibilités au cours de sa vie, mais il reste que de manière, enfin, on peut décrire l'ensemble et on peut l'écrire, l'ensemble des possibilités d'analyse qu'on peut avoir à partir d'un entrepôt de données parce qu'il a été structuré comme ça. Il a été structuré autour d'une question ou d'un ensemble de questions interrogées et étudiées en fonction des axes d'analyse. Alors évidemment, dès l'arrivée des entrepôts de données, et là on est dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, on savait déjà que les données internes étaient intéressantes et qu'elles pouvaient être complétées par des données externes et que ça nous donnerait beaucoup d'informations. Donc pareil, redire que ces nouveaux, enfin ces modèles de lacs de données et ce qu'ils apportent n'est pas, enfin voilà, porte aussi des choses en elles qui sont un peu plus anciennes, avec des défis qui étaient vus comme étant tout à fait contradictoires. C'est-à-dire quand on voulait dans les systèmes opérationnels maintenir coûte que coûte la cohérence des données, ne pas dupliquer du coup pour ne jamais avoir d'erreur dans les données, on s'est retrouvé dans les entrepôts de données à casser les formes normales, typiquement, à avoir des informations qui étaient répétées, parce que c'est pas grave, on venait juste en lecture de ces données, et que du coup, voilà, il n'y avait pas de danger, et que pour passer à l'échelle, finalement, on pouvait sans doute se réserver des possibilités de revenir sur les architectures de données transactionnelles. On a même, dans les années 90, cru qu'il fallait des nouvelles façons, des nouveaux logiciels même, des nouveaux logiciels pour traiter ces entrepôts de données. Et puis finalement, après une petite dizaine d'années, en fait, c'est à niveau les bases de données relationnelles que vous connaissez, qui se sont imposées pour ces entrepôts de données. Alors, avec des architectures qui restent un petit peu, comment dire, hybridées, c'est-à-dire que on est dans les architectures d'entrepôts de données, avant même de parler de lac de données, on est déjà dans des architectures où on essaye de deviner quels seront les usages, on essaye de faire des statistiques sur les usages des utilisateurs pour permettre en fait de répondre le plus facilement et le plus aisément possible aux utilisateurs. Il faut se souvenir que dans ces systèmes, que ce soit les systèmes opérationnels et les systèmes décisionnels, les utilisateurs sont souvent non experts, non informaticiens, experts de leurs données. C'est pas eux qui vont venir programmer, ils ne vont pas, sans doute pas accepter que ça prenne du temps. Alors, on décrivait au début les utilisateurs comme étant très différents, c'est-à-dire que dans les systèmes opérationnels, on le disait en cours, on disait à nos étudiants que voilà, les systèmes opérationnels étaient destinés à beaucoup de gens, quand les systèmes décisionnels étaient destinés à très peu d'utilisateurs. Ça a beaucoup évolué. C'est des systèmes qui sont maintenant utilisés dans les organisations avec des tableaux de bord et des systèmes de pilotage à différents niveaux de granularité qui sont très, très divers.
Il reste quand même que sur tous ces systèmes-là, les architectures nécessitent quand même d'être bien réfléchies. Ça nous a amené sur des questions de gouvernance, parce qu'un système d'information, c'est finalement un ensemble de briques, hein, ça doit vous parler. C'est voilà, une organisation telle qu'une université, ça ressemble à ça au niveau de son système d'information. Donc c'est beaucoup de choses. Finalement, si on rentre dedans, on les connaît presque tous, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est organisé, il y a des quartiers, hein, vous savez que les informaticiens aiment bien faire le parallèle avec les modèles d'architecture et d'urbanisation. Donc c'est organisé en quartiers. On sait qu'il y a des zones qui sont plus ou moins proches parce que ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes personnes qui sont les utilisateurs ou les fournisseurs de données et de problèmes autour de ces données, parce qu'on sait qu'il y a des éléments et des briques de ces systèmes d'information qui concernent plutôt des enjeux de la stratégie de l'établissement et du pilotage, quand d'autres concernent les missions du quotidien, par exemple la formation et la recherche sur un établissement tel qu'une université. Et ça, voilà, ça s'organise. Alors, ça s'organise oui et non, mais en tout cas, il faut souvent en faire des liens entre ces différentes briques. Et dans l'histoire des systèmes d'information, on n'est pas encore vraiment sorti de tout ça. En fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, c'est que voilà, les différents éléments des systèmes d'information, quel que soit le système, hein, voilà, je suis partie de choses plus faciles et plus accessibles pour moi, mais on imagine bien qu'il y a il y a des liens, mais des liens qui sont point à point, c'est-à-dire une brique vers une autre va faire du lien. Et il y a eu, il y a 10-15 ans, déjà beaucoup d'efforts de mener. Alors, aussi parce que les éditeurs ont vu qu'il y avait un enjeu à amener les organisations à un petit peu faire le ménage dans leur système d'information. Il y a eu beaucoup de propositions d'urbanisation, de refaire les routes entre ces différentes briques pour les organiser de manière plus efficace. Parce que en fait, les DSI s'en sortaient pas. Parce que les demandes de liens entre les briques se multipliaient et qu'il y avait différents problèmes. Alors les problèmes, ils pouvaient être techniques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait redessiner, reprogrammer, refaire et repartir presque de zéro pour tirer un lien entre les briques. Et puis, il y avait des problèmes qui peuvent, enfin, qui sont aussi au cœur de certains aspects des lacs de données, des problèmes qui ont occupé beaucoup d'espace, et je pense qu'il il sera question tout à l'heure d'outils tels que Talend, mais de données référentielles, c'est-à-dire que les briques, et on peut le comprendre, hein, enfin, il n'y avait pas besoin avant que ce soit le cas, les briques ne partageaient pas les mêmes vocabulaires, les mêmes listes, etc. Donc il a été beaucoup question dans ces années-là, il en est encore question, hein, je n'en ai pas du tout sorti de ces systèmes-là. Il a été beaucoup de questions de construire des zones de master data, de référentiels qui seraient vraiment les pointeurs, les centres névralgiques de ces systèmes. Alors après, la métaphore a été tirée avec des bus de référentiels sur lesquels venaient s'accrocher les briques. Et tout ce plat de spaghettis, qui est souvent décrit comme ça, a été un petit peu travaillé pour qu'on puisse le plus possible récupérer ces données opérationnelles, les mettre en cohérence, je pense qu'il en sera question aussi tout à l'heure, et puis travailler. Alors est apparu du coup, où sont apparues ces différentes typologies de zones avec des acteurs et des champs d'action qui diffèrent selon à quel étage et de quel étage on est en train de parler. Si on repart sur les schémas, j'allais dire, historiques d'ETL, en fait, donc la partie du haut, on pense à tout avant, ou on essaye. En tout cas, voilà, on va passer des semaines, des mois, des années
les collègues, là, par exemple, la thèse qu'on avait menée avec les collègues d'IBM là, autour des lacs de données, on parlait souvent des cas d'usage tels que ceux dans des grandes organisations telles que Nestlé. Nestlé, c'est 2 ans, 2 ans d'interview, 2 ans de travail avec les différents producteurs et utilisateurs de données pour essayer de définir ce qu'on va faire. Et puis après, il faut passer à la phase opérationnelle. Je pense que voilà, dans les organisations, ça se passe comme ça. Après, la question, c'est de savoir si, et ça, c'est des nouvelles méthodes aussi de travail, si on est vraiment sur des effets tunnels de 2 ans de discussion et dans la formalisation du projet, et puis on fait, ou si on a des méthodes un petit peu plus agiles, parce que là, je vous parle de ça, sur des projets qui ont quelques années maintenant. Alors, pour revenir à mon propos, en fait, sur ces architectures, du plat de spaghetti initial qui serait sur la partie gauche, en fait, la question se pose de à quel point on va avoir prédit les usages, donc la partie tout à droite, et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour transporter, transformer et recréer de la richesse à partir de ces données? À quel point, en gros, la partie du milieu est prédéfinie dans son schéma, quelle tête elle a, cette partie du milieu, ou à quel point, finalement, on va attendre de savoir ce qu'on aura besoin de faire pour l'utiliser. Bon, la réponse, elle n'est pas dure à deviner, hein. C'est-à-dire qu'on a oscillé, comme souvent dans l'histoire des architectures informatiques, on est parti du schéma du haut. Il y a eu ces dernières années beaucoup de travail sur les architectures du bas, et puis de manière, j'allais dire, euh, standard et répétitive dans les histoires d'architecture, on est en train d'aller sur des architectures qui sont hybridées, qui sont un petit peu des deux, et qui sont des zones de lacs de données, c'est-à-dire des zones où on attend de savoir ce qu'on va faire des données pour les transformer, donc le T de ETL qui est mis à la fin pour suivre les usages, où on les transforme avant parce qu'on sait bien que sur une partie des usages, ils sont connus, on sait ce que les utilisateurs vont vouloir faire. Il reste quand même, et on va revenir un petit peu après sur les éléments de ce qui compose un lac de données, il reste que le mot de catalogue de données qui est ici décrit sera l'un des composants et l'un des piliers de ces architectures si on veut pouvoir faire quelque chose. Voilà, ce que je disais, c'est qu'un lac de données, finalement, on revient à quelque chose d'une définition un peu molle, hein, de choses qu'on ne peut pas écrire. Je peux pas. Ça a été le drame, hein, pour les chercheurs en base de données. Moi, j'étais convaincue au début de la thèse de Cédrine, là, je cite son nom, donc Cédrine Madera, qui est une data architecte, je ne sais pas comment ça se prononce chez IBM. On était convaincus qu'on pourrait écrire une définition des lacs de données comme on sait l'écrire pour une définition d'une base de données, hein, soit grand D ou D rond d'un ensemble de dimensions, soit H, un ensemble de hiérarchies, soit bidule, soit machin. On note petit d l'ensemble de. Alors, on a essayé, hein. On a essayé 6 mois, on va continuer à essayer, mais on a échoué. C'est pas si simple, hein. Je reste convaincue qu'on doit pouvoir y arriver, mais en fait, ça donne quelque chose d'une complexité, c'est illisible, hein. Ça sert pas à grand-chose. Alors, on est reparti, un peu comme tous les autres, avec une définition finalement de ce qu'on voulait que ce soit, sans décrire ce que c'était vraiment, comme on aime bien le faire chez les informaticiens. C'est peut-être nous qui avons ce tort-là, mais après on en a besoin parce qu'après il faut le décliner de manière opérationnelle et puis dans les logiciels. Mais en tout cas, voilà. Donc on est arrivé à quelque chose j'allais dire, de très standard en disant bon, finalement un lac de données, c'est un ensemble de données, c'est une collection, donc une sorte de banque de données des années 60 sur laquelle on va poser quand même des contraintes, donc ou des non-contraintes. C'est finalement un ensemble de données, mais quand dans les systèmes opérationnels, on aime bien dire que chaque donnée est définie sur tel domaine ou telle structure, etc., bon, bah là, on va juste dire qu'on a le droit à tout. Sur des données non transformées, mais je disais, je vais y revenir un petit peu après parce que cette non-transformation des données,
Voilà, c'est quelque chose qui est pas peut-être pas si clair, pas si tranché, c'est pas si simple. Alors c'est peut-être parce que moi j'aime bien les choses qui sont, enfin j'aime bien prendre en compte les choses qui sont pas si claires et si tranchées, mais il y a quand même des choses qu'on peut, ou à mon avis qu'on doit en dire pour être tout à fait honnête par rapport aux architectures qu'on est en train de construire. Alors elles sont, c'est le conceptuellement qui est important, hein. Elles sont rassemblées certes dans un lac de données. Faut pas oublier que les architectures matérielles, laissons-les à la place qu'elles occupent. Et finalement, bon, moi, ça m'amuse beaucoup de réfléchir à ça et de savoir quelles données on va mettre à tel endroit et dans telle zone, et presque quel prix ça va coûter sur quel disque dur, parce que les disques durs sont pas au même prix selon les rapidités d'accès ou ce genre de choses, mais on s'en fiche. Faut juste retenir qu'un lac de données, de même qu'un entrepôt de données, était conceptuellement un endroit avec une façon, une organisation propre, etc. Après, détachons les aspects d'organisation physique de la donnée, même si c'est quand même des questions qui doivent nous occuper. J'en dirai quelques mots après. Jusqu'à maintenant, je pense que ça va évoluer. Jusqu'à maintenant, une des différenciations, et je disais tout à l'heure que les systèmes opérationnels et décisionnels étaient dédiés aux experts métiers, aux experts des données. Jusqu'à maintenant, les lacs de données sont décrits comme des systèmes dont l'usage est réservé aux experts, j'allais dire, techniques, sciences des données, alors qu'ils doivent avoir intégré une connaissance du métier pour accéder aux données, mais qui sont voilà, des experts plutôt données que des experts, voilà, parce qu'ils doivent pouvoir programmer, extraire les données, et ça, c'est lié à la non-maturité, pour moi, assez clairement, hein, à la non-maturité des systèmes. C'est en train de venir, c'est en train de se transformer. Les éditeurs logiciels vont pouvoir se construire des systèmes de plus en plus encapsulés pour permettre les usages. Mais toujours est-il qu'actuellement, il faut des experts. Ce qui n'est pas écrit là, c'est que, alors ça peut être mis dans la dernière ligne, c'est que souvent, enfin, dans ce que j'ai vu la plupart du temps, et voire 100% du temps, ces experts doivent être à l'intérieur de l'organisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, c'est pas grave, je vais payer quelqu'un pour venir dans mon lac de données. En fait, alors, pour des craintes qui s'expliquent ou qui ne s'expliquent pas, et ce sera peut-être intéressant, je suis curieuse de savoir ce qu'il en sera dans l'exposé qui suit, mais une vision, mythe ou réalité, hein, une vision que dans le lac de données, la personne qui accéderait au lac de données accéderait tellement à la stratégie, au cœur du réacteur de l'organisation, qu'il ne faut surtout pas l'externaliser. Ça peut être vrai hein, si les données sont sensibles, si en fait on essaye dans le lac de données de croiser des choses qui, par exemple, qui relèvent de données personnelles ou de croisement entre des données, des ressources humaines et des données d'usage dans une organisation, évidemment, là on le comprend, mais pour d'autres cas, voilà, il y a pour moi peut-être des choses à explorer là qui sont pas encore mûres dans les systèmes actuels. On aurait dû le mettre en premier. Ces données, elles sont munies d'un catalogue. C'est vraiment ce qui va préserver, pareil, dans le mythe de ce qu'est un lac de données, ce qui va préserver le fait que ça a un petit côté fourre-tout, mais c'est pas grave, c'est organisé. En tout cas, on a la connaissance de ce qu'on y a mis. Et ce catalogue va nous sauver à la fois pour décrire ce qu'il y a, mais aussi, faut pas l'oublier, hein, c'est pour pointer là où sont les données. Dans ces métadonnées, il y a cette notion que j'évoquais tout à l'heure d'index, c'est-à-dire de pointeur vers la donnée. Évidemment, en fait, ce lac de données, il a une gouvernance propre avec des règles d'accès aux données, des contraintes. Telle personne ne peut accéder qu'à telle zone des données. Ça revient un petit peu sur l'aspect utilisateur expert et sensibilité des données, et des méthodes de gouvernance qui vont venir faire en sorte qu'il ne va pas se passer n'importe quoi avec, on verra des images qui sont bien connues autour des lacs de données. Alors si on faisait une comparaison finalement, il y a des aspects qui sont liés au schéma, des aspects qui sont liés aux utilisateurs, qui sont, alors il y a un petit E en trop, qui sont des analystes de données dans les lacs de données actuellement, encore une fois, ou des experts métiers dans les entrepôts de données.
des choses liées à la technique de mise à jour, comment est-ce que ça se passe, est-ce que les architectures sont centralisées, etc. Et des différences sur lesquelles on pourrait parler des heures par rapport à ces différences-là. La vision aussi, hein, de quelles sont les données qui sont stockées, sachant que la vision d'un entrepôt de données avec les données qui seraient agrégées est un petit peu simpliste, parce que dans les entrepôts de données, le jour où on a besoin de revenir à certaines données brutes, on peut le faire. En réalité, les systèmes sont organisés. Alors, il y a eu plein de travaux, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'un lac de données, quelle est l'architecture des lacs de données, en quoi c'est différent, en quoi c'est similaire des entrepôts de données tels qu'on a pu le faire. Moi, je retiens, en tout cas dans les travaux qu'on a fait, qu'il y a différentes grandes fonctionnalités qui peuvent être plus ou moins prégnantes selon les lacs qui sont administrés et qui sont gérés, mais qu'a priori, on ne peut pas définir ce qu'est un lac de données cible, hein, sans avoir exploré comment se produit l'acquisition des données, comment on catalogue ces données, qu'est-ce qu'on décide de conserver, à quel cycle, qu'est-ce qu'on décide de supprimer et d'éliminer dans les données, quels sont les modes d'exploitation, peut-être pas tant quels sont les usages, mais quels sont les modes d'exploitation, quels sont les types, les familles de méthodes d'exploitation qu'on voudra fournir. Est-ce que c'est de la navigation à l'intérieur des données? Est-ce qu'il y aura des algorithmes plus ou moins évolués d'intelligence artificielle? Vous voyez, on n'est pas vraiment sur je voudrais prédire quel sera tel indicateur dans 10 ans. Non, souvent on n'est pas à ce niveau-là. Quels sont les modes de sécurisation? Et puis, quand même, comment c'est stocké? Alors, à l'intérieur de ces grandes fonctionnalités, en fait, ben, on va voir les acteurs qui se positionnent. Les acteurs au sens qui sont les informaticiens, les personnes fonctionnelles, les personnes déléguées aux aspects sécurisation, sensibilité de la donnée, etc. Et en fait, bon là, je vais pas, il faudrait revenir sur l'ensemble des travaux, mais en fait, les lacs de données vont plus ou moins intégrer ces différents petits composants et ces familles là qu'on a décrites avec les couleurs. Et en fait, on avait même essayé, hein, avec des cas d'usage, d'aller chercher, ben, quand j'ai tel composant, il se trouve que dans les lacs de données qu'on a vus, quand il y avait tel composant, il y avait aussi telle autre famille de composants. Et on se rend compte qu'il y a des architectures qui commencent à émerger, des sortes de patrons d'architecture de ce que c'est un lac de données plutôt dédié très stratégie marketing ou ce genre de choses. Ça, hop, je vois qu'il y a des messages. Alors après, sur l'aspect, si on descend sur l'aspect implémentation, du coup, ces composants, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver dans l'architecture avec plus ou moins d'efforts mis sur ces différentes parties du lac de données. Alors, pareil, là, on pourra, si vous voulez, revenir sur ces différents éléments, hein, mais il y a du coup des zones dans le lac de données. Alors, ce qu'on appelle un lac de données, ça va être du coup cet ensemble de composants et de processus à l'intérieur de ces composants pour implémenter et pour venir supporter l'ensemble des fonctionnalités qu'on veut mettre avec au centre, évidemment, quelque chose qui va relever de la donnée elle-même. Encore une fois, là, c'est une vision conceptuelle avec au centre une donnée dont on a l'impression qu'elle est centralisée en un seul endroit. Ce n'est pas exactement ça la réalité, mais voilà, que les disques durs soient sur 3 machines, 4 machines, à 2 bouts de la France ou à un seul bout de la France, c'est peut-être pas là l'enjeu, mais il faut l'avoir en tête quand même, que c'est une préoccupation, parce que c'est une préoccupation financière, stratégique et quand même liée à ce qu'on veut faire de la donnée. Et ces catalogues de données, je pense que vous avez tous vu ces images, sont là pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et qu'on reste sur un joli lac de données sans le transformer en marécage qui n'aurait du coup de fonction que de venir plomber encore plus le coût électrique et l'impact environnemental sur la planète de données qui sont quelque part, peut-être enfouies en dessous, mais qu'on ne peut plus soit accéder, soit bien visualiser au sens de savoir que ces données existent et que quelque part, au fond de la zone du lac de données, on a exactement l'information ou la donnée qu'il nous fallait. Donc il faut à la fois bien ranger ces données, bien les indexer, bien les cataloguer et puis pouvoir se retrouver
et circuler dans cette zone, avec peut-être des zones interdites selon qui on est, mais des axes en tout cas de parcours de ces données qui soient les plus efficaces et les plus faciles à utiliser possible. Alors ces zones, elles sont aussi liées à des grandes questions qu'il faut se poser quand on gouverne. On pourrait les lister et la liste serait quand même assez longue, hein. On parle souvent quand même de la qualité des données, qu'elles soient inhérentes à la donnée elle-même ou au processus qu'on a eu de transformation de ces données et à quel moment on a transformé. Il y a un sujet, par exemple, j'en parlais, c'est pour ça que j'en parlais au moment de la coupure, il y a un sujet qui m'occupe beaucoup, c'est que fait-on quand des données sont manquantes? Doit-on et comment les remplacer avec des méthodes statistiques qui ont été éprouvées, ou doit-on s'interroger justement sur le fait que voilà, le fait même qu'une donnée soit manquante est une information, en fait, apporte des choses par rapport à l'exploitation du système. Bon, voilà, c'est des exemples qu'on peut avoir en tête, mais c'est vraiment important. Et puis, je pense que l'exposé d'après, je n'ai pas insisté, hein, reviendra longuement sur ces aspects. Le fait qu'on ne pourra pas exploiter un lac de données et encore moins le croiser avec d'autres informations si les données ne sont pas cataloguées avec des vocabulaires, avec des standards qui en permettent une exploitation la plus efficace possible, à la fois syntaxiquement, c'est-à-dire à la fois sur le fait qu'on arrivera à réconcilier les données, qu'elles soient exprimées en mètres ou en centimètres, mais aussi qu'on saura retrouver à l'intérieur de ces données des choses qui s'assemblent bien potentiellement parce que les sujets qu'elles traitent sont en lien. Et ça, c'est vraiment lié aux ontologies et aux représentations. Alors, tout ça, là, les lacs de données, pourquoi en fait finalement c'est là-dessus, hein, c'est qu'il faut qu'on s'interroge sur quels sont les usages. Est-on si sûr ou à quel point faut-il avoir en tête les usages, jusqu'à où doit-on mettre le curseur sur le fait qu'on sait qu'on doit ou qu'on peut, c'est peut-être là la question, qu'on peut construire ces lacs de données parce que voilà, au niveau technique, c'est facile, en tout cas c'est faisable, ou est-ce qu'on doit continuer à avoir des approches où on sait, où on essaye de formaliser ce qu'on voudra tirer des données avant d'architecturer, avant de définir ce qu'on fait. Quels sont les utilisateurs? Je pense qu'il va y avoir une transformation vraiment dans les utilisateurs des lacs de données. Ça va sans doute remonter, en fait, cet iceberg constitué par le lac de données va doucement se brancher vers les utilisateurs finaux, ce qui est, je le rappelle, hein, en tout cas dans ma conception de ce qu'est un lac de données, pas encore vraiment le cas. Et puis du coup, quelles compétences va-t-il falloir avoir pour entrer dans un travail autour des lacs de données, voire une utilisation des lacs de données? Et là, c'est pas si simple, parce qu'on a beau dire que c'est facile, pas de problème, on va vous décrire, il y a des personnes dédiées à la conception des schémas de données à tel endroit c'est tel autre, etc. En fait, on le voit bien que les frontières sont de plus en plus poreuses entre ces compétences. Et là, pareil, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que je crois qu'il en sera question dans la présentation d'après. Alors, ce que je vous disais aussi, c'est qu'on dit un lac de données, c'est finalement une zone où les données sont là et elles sont arrivées là, comme ça, on ne les a pas transformées, elles sont brutes. Juste vous dire que moi, dans ma perception, je ne suis pas si sûre que des données brutes, ce soit si facile à avoir. Une donnée de capteur, ça peut sembler très brute, hein, on va vous dire 23. Oui, certes, sauf que ce 23, il a été capté parce qu'on s'intéressait à tel système ou à justement telle mesure dans un système plus large où il y avait quand même un point de vue. Ce que je veux vous dire, c'est que les données sont, quand elles remontent dans un système automatisé, elles sont quand même été captées avec un modèle, un contexte, une perception qui fait qu'elles sont, de mon point de vue encore, pour la plupart déjà orientées, et que c'est une question à se poser dans l'acte de données des transformations, en fait, hein, de reconstruire un multiple point de vue ou de
remettre vraiment à l'état neutre une donnée, pour moi, c'est un des enjeux des lacs de données si on veut que ça réussisse. Presque pour conclure là, en fait, vous redire que pour moi, en fait, c'est les discussions actuelles autour du lac de données, et elles révèlent qu'on est en train de transformer un modèle qui a été, il y a 4-5 ans, décrit de manière très, j'allais dire, très orientée, presque en contraposé de ce qui se passait dans les entrepôts de données. Je pense que la réalité, elle va vite, et assez vite maintenant, s'hybrider, qu'il faut vraiment garder en tête ces aspects différents, c'est-à-dire que faut presque pas trop ou pas beaucoup, même si ça pose des sujets très intéressants, parler d'architecture de données. Alors pourquoi je vous dis que ça pose des sujets très intéressants? C'est parce que ces architectures de données qu'on est tous en train de construire, là par exemple à Montpellier, on attend des architectures avec une quinzaine de pétaoctets de données qu'on va venir remplir avec des données de la recherche. Elles vont quand même peser, au sens des milliers ou des millions de téraoctets qu'on va pouvoir stocker, et que ce poids, il va vraiment avoir un impact sur les architectures. C'est-à-dire qu'à la fois les architectures vont avoir un poids, à la fois les remplissages vont avoir un poids, au sens où, en fait, les frontières vont sans doute se déplacer entre ce qu'on estimait être de l'ordre du stockage de la donnée, voire de sa pérennisation. Là aussi, les termes sont en train de bouger. En tout cas, je vois dans les discussions qu'on a que entre réplication, sauvegarde, stockage pérenne, etc., on voit bien que le matériel influe sur les usages, que les usages, enfin voilà, il y a des choses, en tout cas, qui pour moi étaient très précisément définies et deviennent peut-être un petit peu moins précisément définies. En tout cas, voilà, la gravité de la donnée va faire que les modèles vont se transformer entre à quel point on parle de traitement de la donnée qui descendent vers la donnée, ou à quel point, quand on a besoin de traiter la donnée, c'est la donnée qui remonte vers les petits bouts de logiciels. Toutes ces contraintes-là, il va falloir les prendre en compte. De même que toutes les questions qu'on se pose à certains étages, je disais, c'est bien de rester au niveau conceptuel, toutes les questions qu'on se pose à certains étages, il ne faut pas oublier qu'elles se posent aussi à d'autres étages. Je m'explique. On peut toujours imaginer des gouvernances de données qui disent qu'une donnée de telle source de données doit être échantillonnée, qu'elle doit être moyennée, qu'elle doit être éliminée à tel ou tel moment. Il ne faut pas oublier qu'une donnée de capteur, elle porte en elle déjà un certain nombre de choix, voire un nombre certain de choix. Et par exemple, un capteur qui a décidé que en fait, la donnée qu'il remontait, c'était la moyenne sur les 15 dernières millisecondes de la température de la pièce, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à tous les capteurs, et on l'a pas assez en tête. Alors, je parle des données de capteurs parce que c'est le sujet le plus facile, mais il faut vraiment réfléchir au transfert qu'on peut faire entre ces données collectées et l'ensemble des secteurs et l'ensemble des données qu'on pourrait avoir en tête. Et ceux qui vous occupent et vous préoccupent, je suis sûre qu'on pourrait trouver des analogies. Alors, juste pour conclure, en ouverture, en fait, vous dire que les sujets sur lesquels on travaille actuellement là, dans l'équipe à Montpellier, on n'est pas les seuls. C'est cette vision que la donnée, en fait, c'est un produit comme un autre dans une chaîne de traitement, typiquement dans une chaîne logistique, et que l'ensemble de ce qui est fait en modélisation mathématique sur les chaînes de traitement peut être repris. Alors, c'est des choses qui, du coup, deviennent très, très techniques, c'est de l'optimisation, et puis on redescend sur, du coup, les décisions et de la décision multicritère sur les architectures. Mais on peut faire d'autres comparaisons. Enfin, celle-ci est intéressante, mais on peut faire d'autres comparaisons. Si la donnée est un produit, elle peut être aussi vue, et là, l'analogie avec les lacs de données, en fait, on était reparti de là en discutant avec les collègues biologistes. Elle peut être vue aussi comme, finalement, dans un lac de données, ce qu'on appelle, nous, données dans le lac informatique peut être vu comme les bouts d'ADN qui se promènent dans le lac, qui sont arrivés à l'intérieur des gouttes de pluie, qui vont être intégrées, transformées ou pas. Certaines
certaines informations au sens de l'ADN vont être transformées, vont être dupliquées, elles vont vivre dans certaines zones du lac et pas dans d'autres, elles vont se révéler à certains moments. Et en fait, on essaye, bon, là, c'est parce que c'est notre côté chercheur, hein, mais on essaye de faire des parallèles entre tous ces mondes et toutes ces échelles, depuis l'échelle de l'ADN jusqu'à l'échelle des différentes espèces et des informations que chaque espèce porte à la fois en elle et dans ses interactions avec les autres. Et du coup, j'en ai fini, je vous remercie.